On va maintenant voir comment on fait pour résoudre l'expérience de Newton en appliquant les équations de Navier-Stokes. Alors, je rappelle, les équations de Navier-Stokes sont composées de deux équations, s'il veut bien s'ouvrir. La conservation de continuité ou équation de conservation de la masse qui, en coordonnées cartésiennes, va s'écrire du sur dx plus dv sur dy égale à 0. Donc la conservation de la masse. Donc le référentiel qu'on va choisir, x et y, sera aligné avec les plaques. Donc je vous rappelle l'expérience, hein. On a une plaque inférieure. Donc je vais mettre un repère x ici, y qui sera normal, et à une distance, je ne sais plus comment je vais l'appeler h. À une distance h, on a la plaque supérieure. Donc le champ de vitesse, on a u qui est comme ça, et v qui sera la composante normale. Donc, équation de conservation de la masse. L'équation de conservation de la quantité de mouvement va être projetée selon l'axe x et l'axe y. Donc, on va avoir deux équations. On va donc écrire d'abord les termes inertiels. Donc, on a un terme d'accélération locale, le terme d'accélération convective qui est un peu plus compliqué. On va ensuite écrire, alors là c'est pas un moi, hein, on va ensuite écrire donc la composante motrice, donc liée à la force motrice. Alors, vu que G est dans la direction Y, on a 0. On va écrire après le gradient de pression, moins dp sur dx, plus après les contraintes visqueuses, donc, qui vont donc s'écrire comme divergence du champ de vitesse multipliée par la viscosité dynamique. Donc on va avoir le Laplacien ici, donc une dérivée seconde. H, ce sera ça. On va écrire l'équation projetée selon Y. Donc on va avoir quasiment la même forme. On va remplacer U par V. Donc on a le terme d'accélération. Donc là, par contre, on va avoir moins ρg, le gradient de pression et la contrainte visqueuse. Alors, on va compléter ces équations-là par les conditions aux limites. Et si vous vous souvenez de ce qu'on a vu en cours, il y a deux types de conditions limites. Les conditions cinématiques, qui concernent le champ de vitesse, et les conditions dynamiques, qui concernent les contraintes ou les forces appliquées au système. Donc, j'ai écrit les conditions aux limites. Alors, cinématique, on a des parois solides, donc vous savez que les vitesses sont liées à la paroi solide pour la composante qui est tangentielle, et on suppose qu'on a une paroi qui est rigide, non poreuse, donc il n'y a pas de pénétration dans le fluide. Donc, pour les conditions cinématiques, ici en Y égale à 0, donc le long de la plaque inférieure, on a V, alors V, je vais l'écrire, V de X en Y égale à 0 du temps, donc non-pénétration. Et puisque cette plaque-là ne bouge pas, on a également une adhérence, donc on a cette condition-là, donc en Y égale à 0, de T qui est aussi égal à 0. Donc je vais l'écrire ici pour m'en souvenir tout à l'heure, enfin m'en servir tout à l'heure lorsqu'on va résoudre des équations. Donc on a U égale V égale à 0. Sur la façade de la paroi supérieure, on va avoir le même type de conditions, si ce n'est que cette plaque-là est en mouvement.
avec ici une vitesse qu'on appelait grand U. Donc on va avoir V de x en y est égal à h et en t qui était toujours égal à 0, donc il n'y a pas de composante verticale de la vitesse, et par contre on a la vitesse u qui est adhérente à la paroi qui se déplace. Donc là on a majuscule U. Voilà, donc là j'écris les conditions limites. Donc on a ici U égale grand U, V égale à 0. Les conditions maintenant dynamiques, bon, on ne sait rien pour la paroi inférieure, enfin rien de spécial. Ici on sait qu'on applique une force F, qui est la force que doit appliquer l'opérateur pour qu'on ait une vitesse grand U qui soit une constante. Donc, on sait ici qu'on a une force qui est grand F, et on a également une plaque ici qui a un certain poids. Donc, on va, si on devait écrire ce qui se passe du point de vue dynamique ici, il faudrait écrire la loi de Newton donc, pour le déplacement du solide ici. Vous aurez donc une action du fluide, donc, avec un terme de pression ici qui doit soutenir la paroi, sinon la paroi solide, cette plaque solide, s'affaisserait. Et puisqu'on a une contrainte, le fluide est tiré par là, il exerce sur la plaque une contrainte qui s'oppose au mouvement de la plaque, donc on va avoir une contrainte qui est comme ça. Donc l'action du fluide, et je synthétise, on en a donc deux composantes, une composante normale qui est le terme de pression qui sert à maintenir la plaque à une hauteur h, et une composante ici qui s'oppose au mouvement de la plaque et qui sera donc liée aux effets visqueux. Alors je ne l'écris pas ici, ça sert uniquement en fait à calculer exactement le champ de pression, mais du coup là on pourra dire que la pression qui est ici du fluide doit servir à contrebalancer le poids qui est ici. Donc si la plaque ici a une longueur S, enfin une surface S, qu'on a ici un poids M, la pression qui est ici, ça sera donc le poids, donc la masse multipliée par G, divisé par la surface de la plaque. Donc, on se point. Alors, voilà, on a écrit les équations du mouvement. On les a complétées des conditions aux limites, cinématiques et dynamiques. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est donc vous voyez qu'on a un une équation qui est relativement compliquée. On a donc trois inconnus. On a la pression et les deux composants du champ de vitesse. On a les variables, ce sont les variables dépendantes, les variables indépendantes, donc c'est x, y et le temps. Alors maintenant, on va simplifier le problème. Pour ça, on va tenir compte de ce qu'on appelle les symétries. Donc ce sont des simplifications qu'on va pouvoir opérer en tenant compte en fait de la géométrie du problème. Vous voyez que par exemple, ici, on a un problème où essentiellement le mouvement se fait selon la direction x. Donc on va se servir de ça. On va supposer qu'on a une plaque qui est infiniment longue dans la direction x. Donc ce qui veut dire que si vous regardez ce qui se passe ici en un point, et qu'on est dans un régime permanent, ce que vous avez observé ici doit être exactement la même chose de ce que vous allez observer un peu plus loin ou un peu en avant. Donc vous devez avoir ce qu'on appelle une invariance, ou une symétrie par translation. Donc si vous faites une translation de ce qui se passe ici à là ou à là-bas, vous devez obtenir la même chose. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir de dépendance en x. Donc on a tous les termes normalement en d sur dx qui doivent être égal à 0. Donc ça, principe d'invariance, invariance par translation, selon x. Invariance par translation. Donc maintenant, je vais donc supprimer tous les termes où on a une dérivée partielle par rapport à x. Donc on a ici, 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 ici,
et ici. Alors, là, ça sera vérifié dans ce cas-là. Il faut toujours se méfier avec la pression. Parce que la pression, en fait, on peut, contrairement donc, au champ de vitesse où vous devez avoir une invariance stricte, la pression, alors ça ne sera pas le cas ici, puisque la cause du mouvement, donc le fluide ici est mu, parce que on a le mouvement de la plaque supérieure. On peut avoir le cas où, en fait, vous avez deux plaques ici qui sont immobiles, et puis on pousse ou on aspire le fluide de l'autre côté. À ce moment-là, vous allez appliquer un gradient de pression. Donc, ce qui veut dire que la pression va diminuer au fur et à mesure que vous avancez dans le sens des x positifs. Donc, avec la pression, il faut se méfier. On peut avoir des exercices où vous avez une invariance par translation qui sera vérifiée pour le champ de vitesse, puisque le champ de vitesse doit rester le même quelle que soit la position x, mais ça ne sera pas vrai pour la pression. Donc, il faut être prudent. On verra ça surtout au chapitre 6. Alors, pour l'instant, on est dans ce cas-là. Donc, toutes les dérivées partielles selon x sont égales à 0. Le second principe, seconde symétrie, c'est qu'on va regarder la solution en régime permanent uniforme. Donc, on doit avoir, si on est en régime permanent, on doit avoir la dérivée par rapport au temps, toutes les dérivées partielles par rapport au temps qui sont égales à 0. Donc là également, je vais pouvoir simplifier. Donc j'ai ça ici, et ça ici, qui est égal à 0. Alors, donc ça, on a quand même pas mal simplifié le problème. Voilà. Alors, on se retrouve, si vous regardez bien, je regarde s'il n'y a pas d'autres termes, voilà. On se retrouve ici donc à une première équation relativement simple à résoudre, l'équation de conservation de la masse, qui vous dit que dV sur dy est égal à 0, donc V doit être une constante. Donc je vais l'appeler, mettons que je l'appelle C, cette constante. Et pour la déterminer, je me sers des conditions aux limites. Conditions aux limites, on a V égale à 0 ici, V égale à 0 ici. Donc nécessairement cette constante-là doit être égale à 0. Donc, si V est égal à 0, alors j'ai ici ce terme-là qui est égal à 0, ici celui-ci qui est égal à 0, et là-bas, vous voyez qu'on simplifie considérablement. Donc 0. Alors, je vais effacer un peu pour faire un peu de la place, je n'ai pas plusieurs tableaux à la maison. Donc maintenant, j'ai une équation différentielle qui est beaucoup plus simple à résoudre, enfin deux équations différentielles. Donc maintenant, c'est toujours P et U à déterminer. Alors, P, par exemple, intervient ici, on a uniquement une équation différentielle, enfin, en dérivée partielle, pour P. Donc si, on va intégrer ça, hein, donc on a uniquement ça, dP sur dy qui est égal à moins ρg, donc une forme que vous connaissez qui ressemble à la forme de Laplace, l'équation de Laplace, donc un champ de vitesse, un champ de pression qui sera hydrostatique. Donc si j'intègre, je vais avoir moins ρ, g, y, plus une constante. Alors cette constante, pour la déterminer, en fait, on se sert de ce qui se passe ici. Donc je vous ai dit hein, que la pression, je vais un peu vite, mais c'est dans les notes de cours, que la pression, en ce point-là, doit exactement contrebalancer le poids de la plaque supérieure. Donc vous savez qu'en y égale à h, vous devez avoir P qui est égal à donc la pression, je vais l'appeler cette pression, je vais l'appeler grand P, donc ça sera M, donc le poids de la plaque divisé par la surface de la plaque. Donc on doit avoir, quand y est égal à h, on doit avoir la pression qui est égale à ça. Donc ici, ça nous dit que la pression, ça sera ρ, g, h moins y, plus cette pression appliquée par la plaque. Donc on va avoir une distribution qui sera hydrostatique, hein, si je vais tracer le profil de vitesse. On a ici cette pression ici, hein, grand P, et puis après on a une distribution linéaire de pression. L'élément important, c'est que si vous faisiez également le calcul de façon rigoureuse, on a ici une équation de dérivée partielle, donc il faudrait ici écrire une constante liée au temps et liée à x, puisqu'on a un problème qui est invariant par translation selon x et qui ne dépend pas du temps.
la constante ici, B, ne dépend en fait, enfin, elle est pour le coup vraiment une constante. Voilà. Alors, j'en ai terminé pour là. Le résultat, c'est que donc on a une distribution de pression qui ne dépend pas de x et qui est de forme hydrostatique. Donc le terme qui est ici, puisqu'on n'a pas de dépendance vis-à-vis de x, le terme qui est ici, donc on retrouve que Constamment est égal à 0. Donc pour l'équation du dessus, bah, tout le terme inertiel là est nul, le gradient de pression est nul, la pesanteur est nulle. Donc vous retrouvez qu'une équation du second ordre qui est relativement simple. Alors j'efface là. J'efface là, donc on a simplement cette équation là, viscosité, c'est un y, qui est égal à 0. Donc si vous intégrez une première fois, vous allez avoir, alors on sait que U ne dépend du coup que de Y, il n'y a pas de dépendance en temps, pas de dépendance en X, donc je peux écrire ici des lois. Donc quand j'intègre une première fois, ça me fait une constante, alors je vais remployer les mêmes noms de constantes, je vais appeler A, et quand j'intègre une seconde fois, je vais avoir U de Y qui est égal à AY plus U. Donc là encore, je me sers des conditions aux limites pour déterminer les constantes d'intégration A et B. Alors, vous savez quand Y est égal à 0, je dois avoir U qui est égal à 0, donc ça me fait ici B, U de 0, en Y égale 0, ça me fait que B doit être égal à 0. Et quand Y est égal à H, on doit avoir petit u qui est égal à grand U. Y égale à H. On a donc ici EA qui vaut grand U sur H. Donc vous avez maintenant un profil de vitesse qui est linéaire et qui vaut donc U de Y égale grand U sur H. Donc on va avoir un profil de vitesse, je le trace ici, qui aura cette allure-là. Donc il vaudra ici grand U et ici 0. Donc, en résolvant les équations de Navier-Stokes, on va déterminer le champ de pression et le champ cinématique. Donc V est égal à 0 et U est linéaire. Donc là, on peut retrouver la loi facilement, la loi de Newton. Hein. La contrainte, si je reprends, je vais passer ici maintenant, je n'en ai plus besoin. La contrainte à la paroi, ici, donc en Y égale à H, la contrainte, c'est égal donc, la contrainte de cisaillement, ça sera égal donc à mu gamma point, c'est-à-dire le gradient de vitesse, hein, donc c'est-à-dire du sur dy en Y égale à H. Donc, c'est relativement simple à calculer puisqu'on a une forme linéaire, donc quand vous différenciez ici, on a directement mu U sur H. Donc là, vous retrouvez directement la loi de Newton qui vous dit que la contrainte de cisaillement, c'est égal donc à la vitesse de la plaque divisée par l'épaisseur de fluide et multipliée par une constante qui est la viscosité dynamique. Donc vous avez vu à travers cet exercice relativement simple comment on fait pour mettre en œuvre donc, une méthodologie de résolution des équations de Navier-Stokes. Je le rappelle, donc, vous trouvez également un résumé dans une note de cours. On pose les équations dans un repère choisi, donc qui va dépendre en fait du type de géométrie de l'écoulement. On va poser ensuite des conditions limites, donc cinématiques et dynamiques. On cherche ensuite à résoudre l'équation. Pour ça, on va simplifier le plus possible les équations. Donc là, elles sont faciles à mettre en œuvre. Hein. On a une symétrie par translation, on a une invariance temporelle. Donc on a pu simplifier les équations. Et puis après, on résout. Alors, vous voyez qu'une difficulté, c'est que les équations de Navier-Stokes sont relativement très compliquées. C'est ce qui explique en fait qu'il y a relativement peu de solutions analytiques. Donc, il y a un dictionnaire de solutions analytiques de Navier-Stokes. Ça c'est un petit livre qui fait quelques pages. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, on a une des rares solutions exactes, analytiques, des équations de Navier-Stokes. Je vous laisse faire à titre d'exercice et vous
poser des questions si vous avez des difficultés. Le même exercice pour Trouton. Alors Trouton, c'est un peu plus compliqué puisque là, il n'y a pas de solution exacte. Et donc, il va falloir faire exactement ce qu'on vient de faire ici, mais en tenant compte du fait que on va avoir un nombre de Reynolds qui est très petit. Donc, en Trouton, on va tirer ici. On va introduire, donc on a une longueur initiale, hein, puis on va introduire une déformation par élongation. Donc, on va appeler alpha point, donc qui sera 1 sur L, dm sur dt. Et puis donc, on va avoir un problème où essentiellement, on va avoir ici une contrainte de traction. Alors, le problème, là, on arrive facilement à résoudre, puisque si vous vous souvenez, le terme d'inertie, le terme d'accélération, est égal à 0. Pour Trouton, ça ne sera pas le cas. Mais ce que vous allez pouvoir facilement montrer, c'est que l'accélération, puisqu'on a ici un barreau de bitume, hein, sinon un fluide, on ferait ça avec l'eau, ça serait rigoureusement impossible. Donc il faut faire ça avec des fluides extrêmement visqueux pour pouvoir faire une expérience d'élongation. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que vous faites ça, les accélérations sont extrêmement faibles, donc vous allez pouvoir négliger, en première approximation, vous allez pouvoir négliger le terme inertiel, et vous allez retrouver avec un jeu d'équation qui est similaire. Donc là, on a une autre façon d'aborder le problème, où on ne cherche pas des solutions exactes, mais des solutions approchées. Donc là, on va en voir après au cours de ce chapitre d'autres domaines, d'autres exemples, où on va pouvoir mettre en œuvre des solutions approchées. Là encore, c'est assez limité, et ce qui explique qu'en fait, pour tous les problèmes qu'on a en ingénierie, il faut employer des codes de calcul numériques pour pouvoir résoudre les problèmes qui se posent.